L'insurrection djihadiste vise actuellement une nation souveraine. Les insurgés ne brûlent pas les récoltes, ils n'empoisonnent pas l'eau et ils ne tuent pas le bétail. Au lieu de cela, l'organisation terroriste liée à Al-Qaïda, connue sous le nom de Jenim, vise le carburant. Et après moins de 2 mois, la nation africaine du Mali est déjà à genoux. Jenim progresse depuis des années, laissant derrière lui une traînée sanglante de soldats du régime et de mercenaires russes. Le Mali, comme d'autres pays du Sahel en difficulté, n'a pas réussi à ralentir ces menaces, encore moins à les stopper. Mais maintenant que Jenim vise l'approvisionnement énergétique du Mali, maintenant que les insurgés se concentrent sur une vulnérabilité critique, ils prennent de l'élan plus rapidement que jamais. Aujourd'hui, dans la capitale Bamako et l'ancienne métropole de Tombouctou, le carburant du Mali est en train de s'épuiser. Et lorsque ces réserves atteindront 0, attendez-vous à ce que tout parte en vrille. Le carburant doit circuler. L'organisation Jenim, Jamaat Nassar al-Islam ou al-Muslimin prospère au Mali depuis près de 10 ans et compterait aujourd'hui plus de 5000 combattants. D'après les estimations prudentes, Jenim est une insurrection légère et très mobile. L'organisation est présente dans une grande partie de la région du Sahel, cette zone d'Afrique où les sables brûlants du Sahara se transforment progressivement en savane tropicale. Mais dans la nation du Mali, enclavée peu peuplée et comptant un peu plus de 23 millions d'habitants, Jenim y est à son apogée. Aujourd'hui, Jenim, c'est la plus grande et la mieux armée insurrection du Sahel. Elle compte parmi les acteurs non étatiques les plus puissants et dangereux de la planète. Bien que filiale d'Al-Qaïda, elle agit de façon indépendante et poursuit surtout ses propres objectifs. Elle contrôle villages et villes rurales au Mali, collecte des impôts, extorque les habitants et finance son mouvement djihadiste. Bien que Jenim n'ait pas la force de contrôler le Mali, le gouvernement malien n'a pas su mener une guerre efficace contre lui. Les insurgés dominent tous les campagnes, pouvant organiser des embuscades, choisir le terrain des combats ou se dissimuler à leur gré. Et lorsqu'ils sont à l'offensive, ils attaquent fréquemment en essaim massif à moto, où leur vitesse, leur mobilité et leur nombre suffisent à submerger les forces qu'ils tentent de combattre. Parfois, les attaques de Jenim ont causé la mort de dizaines, voire plus de 100 soldats maliens en un lieu. Pendant des années, ils ont pu attaquer directement des bases militaires fortifiées. À la fin des années 2010, Jenim, encore en phase d'adaptation, était partiellement contrôlé grâce aux conseillers militaires occidentaux et aux frappes aériennes. Mais après que le régime militaire actuel du Mali a pris le contrôle du pays lors d'un coup d'État, les forces occidentales ont été expulsées et des paramilitaires russes, en particulier le tristement célèbre groupe Wagner, ont été invités à entrer. Le groupe Wagner, comme les soldats maliens, n'a pas pu stopper les attaques de Jenim. Dans un cas, Jenim s'est allié à des militants locaux de Tower Egg pour massacrer entre 50 et 80 mercenaires russes lors d'une tempête de sable à la bataille de Tinzoaten. Pour cette raison, cela a été une certaine surprise pour les analystes internationaux lorsque le 3 septembre, Jenim a annoncé un changement de stratégie. Dans une vidéo en ligne, le porte-parole principal de Jenim a annoncé qu'ils allaient désormais interdire toutes les importations de carburant au Mali. Dir Transport, une grande entreprise de transbordement de carburant, a été averti que ses camions et ceux de ses filiales risquaient désormais d'être attaqués sur les routes maliennes. La ville de taille moyenne de Kès et la ville de Niora de Sahel devaient être placées sous des blocus ciblés. Aucun non-résident ne pouvait entrer et aucun résident actuel ne pouvait sortir. En général, une insurrection djihadiste puissante décrétant l'interdiction d'importer des marchandises dans un pays est rarement bon signe. Mais que Jenim impose unilatéralement un blocus sur les importations de carburant au Mali, c'était une menace particulièrement grave. Le Mali ne dispose pratiquement d'aucune capacité d'extraction de pétrole sur son propre sol et ne pourrait produire du pétrole qu'en quantité négligeable, à partir de petites réserves prouvées qui ne valaient pas le coût de l'extraction. Le Mali importe presque toute son énergie de l'étranger, surtout du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, qui fournissent près de 95% des importations ainsi que de la Guinée et de la Mauritanie. Bien sûr, le Mali dispose de réserves stratégiques de carburant. La nation ne cherche pas seulement à gérer le quotidien ni à maintenir son infrastructure énergétique. Cependant, ces réserves servent à compenser les pénuries régionales ou les problèmes d'approvisionnement isolés lors des activités ordinaires. Si toute la nation était contrainte de compter sur ces réserves sans rationnement, alors le Mali pourrait maintenir l'électricité pendant environ 3 jours. Une nation assiégée.
Presque aussitôt après avoir annoncé le blocus, les combattants de Janim sont passés à l'action pour prouver leur capacité à faire respecter la nouvelle série de règles qu'ils avaient établies. Désormais, le groupe a commencé à capturer des camions-citernes sur la route et à y mettre le feu. Il a commencé à tendre des embuscades aux convois où les camions-citernes voyageaient en groupe ou sous escorte militaire. Et si les combattants du groupe rencontrèrent de la résistance, ils n'hésitèrent pas à éliminer les soldats qui tentèrent de s'opposer à eux. Parce que la grande majorité du carburant du Mali entre dans le pays par un petit nombre de postes de contrôle situés soit à l'extrême sud, soit à l'extrême ouest. Et il circule ensuite le long de routes prévisibles. Dans les zones sous l'influence de Janim, dissimuler les camions-citernes est très difficile, et Janim les intercepte facilement. Un camion-citerne sans protection peut être capturé par quelques combattants à moto ou un simple barrage. Même les convois protégés restent vulnérables, car les djihadistes y posent des bombes artisanales et attaquent de partout. L'association malienne des importateurs de pétrole indique que plus de 100 camions-citernes ont été détruits par les combattants de Janim en septembre, bien que ce chiffre soit probablement sous-estimé. Lors d'une seule attaque, le 14 septembre, les combattants de Janim ont tendu une embuscade à un convoi de plusieurs dizaines de camions-citernes sous escorte militaire, ont vaincu les forces militaires présentes et ont incendié au moins 40 de ces camions-citernes. Janim n'a pas cherché à protéger le carburant capturé après avoir obtenu les camions-citernes dans un autre pays face à une insurrection. Les gouvernements nationaux pourraient être contraints de racheter le carburant qui leur a été volé, les insurgés choisissant de retenir ce carburant contre rançon ou même de le vendre au plus offrant. Janim, cependant, ne semble manifester aucun intérêt pour les revenus qu'il pourrait obtenir en se positionnant comme courtier en carburant. Les insurgés manquent donc de main-d'œuvre et d'installations pour sécuriser et stocker d'importants volumes de carburant. Ils craignent sans doute d'être vulnérables à une contre-attaque du gouvernement s'ils ne restent pas mobiles. De plus, Janim dispose de nombreux autres moyens de faire du profit sans prendre autant de risques que les combattants du groupe, en s'attaquant à l'approvisionnement en carburant du Mali. L'objectif est très clairement de priver le gouvernement malien et sa population et de s'assurer qu'ils ne puissent obtenir du carburant sous aucun prétexte. Les chauffeurs de camions peuvent être retenus contre rançon s'ils échappent à une exécution sommaire, mais ce sont alors des otages vivants. Ils sont bien plus simples à transporter ou à cacher qu'un camion-citerne. Bien que Janim n'ait pas pris la peine d'expliquer ses objectifs, il n'a pas vraiment été difficile, ni pour le gouvernement malien, ni pour les observateurs internationaux, de reconstituer les grandes lignes de ce qu'ils essaient d'accomplir. Une armée malienne sans carburant se retrouve bien plus à égalité face à Janim. Pas de véhicules de combat lourds et peut-être même pas de jeeps ou de camions blindés à leur disposition. D'autre part, le blocus n'est qu'un moyen de creuser un fossé entre les gouvernements maliens et toute une série d'autres parties en même temps. Parmi ces parties désabusées figurent les sociétés de transbordement, souvent chargées de gérer le carburant. Cela représente plus de 40% des marchandises importées du Mali. Elles incluent les sociétés d'extraction, surtout étrangères, dépendantes du carburant et de la fiabilité du gouvernement malien pour leur livraison. Et peut-être plus important encore, elles incluent les civils ordinaires, en particulier les personnes à revenus moyens et les personnes aisées vivant dans les villes du Mali, qui étaient conscientes de l'insurrection rampante de Janim et qui en ressentiront désormais les effets plus que jamais. Enfin, en imposant un blocus total du carburant à travers le Mali, les djihadistes démontrent leur puissance offensive pure et simple, ainsi que toute l'étendue de leur capacité à semer le chaos dans une nation entière. Comme indiqué, Janim compterait environ 5 000 à 6 000 combattants dans le Sahel et sûrement pas plus de 10 000. Les forces armées du Mali comptent 40 000 hommes, plus des milliers de paramilitaires et plusieurs centaines de combattants du Corps Africa de Russie qui a remplacé le groupe Wagner. Pour que Janim soit capable d'imposer un blocus d'une telle ampleur, cela confirme les pires craintes que les Maliens ordinaires peuvent avoir à propos de leur gouvernement. Bien qu'ils aient largement l'avantage du nombre, les dirigeants et l'armée du pays n'ont pas pu intervenir, quand une bande hétéroclite d'hommes armés à moto a décidé de faire régner sa propre loi. Alors que j'écris, le blocus au Mali dure depuis 6 semaines et ses effets se font déjà sentir depuis un moment. La plupart des stations-service civils sont à sec, selon les habitants. Ceux dépendant de leur voiture ou moto n'ont pu ni travailler, ni étudier, ni s'occuper de leur famille. Lors des rares livraisons d'essence, la panique entraîne souvent des bagarres, voire des fusillades. Les compagnies pétrolières voisines refusent donc d'envoyer leurs employés au Mali, préférant engager temporairement des locaux pour transporter le carburant et tenter d'atteindre leur destination, de peur que les camions ne soient interceptés et que leurs chauffeurs ne soient tués. L'armée réplique parfois, annonçant une frappe aérienne réussie ou la neutralisation de plusieurs insurgés.
Mais leurs victoires ne suffiront pas à changer la situation. Après des semaines où le gouvernement a préservé la stabilité dans la capitale au détriment du reste du pays. Ils ne peuvent plus protéger les habitants de Bamako de l'impact de Janim. Leurs responsables énergie annoncent que les habitants n'auront que 6 heures d'électricité par jour. Ce chiffre devrait encore baisser dans les prochaines semaines. Pour l'instant, il reste encore suffisamment de carburant soigneusement rationné pour garantir que le pays ne s'arrête pas complètement. Et une livraison de 300 camions-citernes entièrement chargés de carburant. Des camions-citernes en convoi sous haute protection le 7 octobre auraient offert un peu plus de temps au Mali. Mais l'effondrement arrive plus tôt que prévu. Et bien que le Mali soit allé jusqu'à tenter de négocier directement avec Janim pour satisfaire à ces conditions, ces négociations semblent désormais avoir échoué. Juste une petite pause pour partager quelque chose avec vous dont nous sommes plutôt enthousiastes ici. Non, nous ne sollicitons pas de dons pour financer notre action contre la Somalie. Mais cela ne sera probablement pas nécessaire. À la place, nous voulons vous dire comment Warfronts s'est étendu dans un tout nouveau média, Frontco. C'est un site web, ce n'est pas un .com, parce que ce n'était pas disponible. Même disponible, c'était très cher, celui-ci l'était déjà. Après le lancement de notre newsletter cette année, nous avons constaté une demande pour notre analyse écrite. Nous avons donc contacté des experts, y compris de véritables journalistes primés, qui ont accepté d'écrire pour nous. Je sais, ils l'ont fait vraiment. Les fronts de guerre se sont développés si rapidement, et maintenant nous vous montrons les résultats. Front SEO est notre site pour abonnés, avec des articles approfondis sur la défense et la géopolitique souvent négligés. Les méthodes d'évasion des sanctions par la Russie, et comment les maths peuvent améliorer vos compétences de combattant. Et si vous voulez une analyse sérieuse pour des temps dangereux, ce site Front.co est l'endroit où il faut être. Au-delà de cela, ce sera aussi le lieu de vidéos exclusives. 2 fois par semaine, nous publierons des épisodes bonus de Warfront, où nous évaluerons par exemple si la Pologne ou la Russie gagneraient en cas de guerre demain. Tout cela ne coûte que $5 par mois, ou $50 par an. C'est frontsco.com et rien ne change sur Warfront. Tout le contenu que vous aimez reste ici comme toujours. Tout cela, c'est juste du bonus. Et maintenant, retour à la vidéo d'aujourd'hui. Endgame. Maintenant. À ce stade du blocus de Janim, il est possible de nier le succès que l'organisation terroriste a obtenu jusqu'à présent. Le Mali n'est pas encore brisé, mais il est sur la voie de voir ses réserves de carburant complètement épuisées. S'attendre à ce que le gouvernement organise d'autres convois de carburant aussi importants n'est pas un pari gagnant. La plus grande force de Janim a toujours été sa capacité à s'adapter aux circonstances changeantes, et il est presque certain que le groupe s'adaptera à nouveau si les convois de centaines de camions-citernes à la fois deviennent un problème récurrent. En dehors de cela, toute autre option à la disposition du Mali pour renverser cette situation exigerait que le Mali soit une force de contre-insurrection bien plus compétente et redoutable que ce qu'il a démontré jusqu'à présent. Mais il reste encore une question ouverte concernant le blocus de Janim, et c'est celle de l'objectif final des terroristes. Janim a formulé des revendications pour lever le blocus. Ces revendications ne semblent pas justifier que Janim aille si loin. Le groupe exige des choses comme un échange de prisonniers ou une nouvelle règle qui obligerait les femmes à porter le voile dans les bus. Ce que Janim pourrait obtenir, par exemple, en prenant des otages importants ou en assiégeant une base militaire vulnérable. Si c'était tout ce que Janim voulait, bloquer les importations de carburant dans tout le pays plus d'1 mois serait une surenchère massive. Même les rumeurs sur la raison du blocus de Janim, à savoir repousser les restrictions de carburant dans les zones rurales qui le touchent comme il touche le gouvernement. Maintenant, cela ne raconte toujours pas toute l'histoire. Même si, ici à Warfronts, nous n'avons pas les dirigeants de Janim pour leur poser directement la question. Nous pouvons nous appuyer sur les observations d'experts régionaux qui estiment avoir identifié les objectifs au-delà du blocus. Nous mettrons en avant 3 objectifs. Accentuer la désillusion envers le gouvernement malien, saper la sécurité dans le Sahel de Rwanda et exercer une pression sur les entreprises et gouvernements étrangers soutenant le régime militaire malien. Sur la question de la désillusion, Janim comprend clairement le principe qui a guidé les insurrections asymétriques partout dans le monde. Moins les gens ordinaires croient en leur gouvernement, plus ils sont susceptibles de croire en vous. Bien que Janim soit parfois brutal dans ces zones, il n'est pas unanimement détesté au Mali. Certaines communautés s'alignent avec Janim pour des raisons religieuses, partageant la même idéologie radicale qu'ils cherchent à répandre. D'autres considèrent l'adhésion au groupe comme un moyen de sortir de la pauvreté. Parfois, cela peut être leur seule façon d'échapper à la pauvreté. D'autres encore peuvent ne pas croire en l'idéologie de Janim.
Mais ils sont contents de voir quelqu'un résister au gouvernement militaire du Mali et aux étrangers, qui cherchent à exploiter les richesses minérales du pays. Mais Marco n'a guère gagné la sympathie du peuple récemment, dissolvant tous les partis politiques en mai et accentuant la répression contre l'opposition, les médias et les manifestants. Et dans certains endroits, même là où Janim est considéré comme une menace, il est aussi vu comme le moindre de deux maux. Après des années à adopter la formation et l'idéologie du groupe Wagner russe, les forces gouvernementales du Mali se sont habituées aux atrocités de guerre, surtout en zone rurale, visant fréquemment les civils. Tous ces facteurs incitaient déjà de plus en plus de Maliens à envisager de s'aligner avec Janim, voire à rejoindre volontairement le groupe. Avec la coupure des carburants essentiels, la vie au Mali sera plus difficile et les conditions des habitants encore plus précaires. Le gouvernement du pays continuera probablement à prouver ces deux points à la fois. Premièrement, ils vont prouver qu'ils ne sont tout simplement pas assez compétents pour libérer le Mali d'un groupe qui les a complètement déjoués. Ensuite, ils montreront que, quand ils obtiennent parfois du carburant, celui-ci est envoyé à la capitale, à l'armée, à l'industrie étrangère ou retenu au détriment du peuple malien. Chaque fois que Janim parvient à faire passer ce message et à éroder la confiance du public envers la Birmanie, il est probable qu'il voit sa propre situation s'améliorer. Il y a aussi le reste du Sahel, où Janim reste très actif. Au Burkina Faso, où la situation était calme cet été pendant que Janim visait le Mali, les insurgés sont désormais revenus en force. Le 9 octobre, Janim a mené 2 attaques sur une route stratégique vers la capitale du Burkina Faso. Lors d'une attaque, 11 morts et 40 blessés. De l'autre côté, Janim a tendu une embuscade à un convoi militaire burkinabé, tuant au moins 90 soldats. Les estimations locales suggèrent un véritable bilan, pouvant atteindre 130 morts en Kwes. Ces dernières années, Janim a lancé des attaques partout au Burkina Faso, au Mali, au Niger, ainsi que dans le voisin Bénin. Et ils sont connus pour étendre leur présence au Ghana, au Togo et en Côte d'Ivoire. Dans toutes ces nations, Janim devient plus dangereux et plus efficace s'il peut exploiter un territoire voisin qu'il contrôle complètement, comme au Mali. En diminuant la capacité du gouvernement malien à riposter et en consolidant le contrôle sur les zones rurales. En forçant le gouvernement à se concentrer sur une crise ailleurs, Janim s'est offert une base de lancement sécurisée pour mener des attaques dans toute la région. Dans des cas similaires à travers l'histoire moderne, c'est à ce moment-là que les groupes insurgés commencent vraiment à gagner du terrain. Comme Al-Qaïda installant des camps d'entraînement en Asie centrale, l'État islamique prenant le contrôle d'une partie de l'Irak et de la Syrie, Boko Haram verrouillant des territoires au Nigeria ou de nombreux autres exemples à travers le monde. Une grave perturbation durable des importations de carburant au Mali permettrait à Janim d'accentuer la pression sur les entreprises étrangères supervisant l'exploitation minière et d'autres accords d'extraction dans le pays. Ces opérations sont dirigées par des ressortissants chinois, russes et indiens. Des investisseurs du Golfe, d'autres régions d'Afrique et, selon de récents rapports, potentiellement de nouveaux investissements des États-Unis. Ces opérations génèrent une part importante des revenus soutenant le gouvernement du Mali, Bamako expédiant ses ressources contre des licences et pour limiter les profits. En plus de financer le régime, ces investissements étrangers stabilisent le régime. Tous les pays cherchent à sécuriser leurs profits et chaînes d'approvisionnement, tandis que certains, comme la Russie, déploient de nombreux personnels pour garantir la sécurité de ces opérations. Mais ces opérations nécessitent du carburant pour durer et maintenir équipements et lumières allumées. Leur personnel doit pouvoir se déplacer aussi bien localement que dans tout le pays. Impossible si les camions-citernes ne circuleront pas au Mali comme prévu. Et très bientôt, les résultats commenceront à se faire sentir. Les opérations minières devront ralentir et, dans de nombreux cas, pourraient même devoir s'arrêter complètement. Les travailleurs étrangers seront plus isolés et le transport, la vente ou l'envoi des récoltes minières deviendront bien plus complexes. La rupture a déjà commencé, comme le montre un incident survenu début octobre, lorsque le Mali a interdit à environ 70 camions-citernes de carburant de se rendre dans une mine d'or rurale lucrative, exploitée par une société canadienne, Allied Gold, où le carburant venait rapidement à manquer. Janim est parfaitement conscient de l'interaction entre ces opérations étrangères et la sécurité du régime à Bamako. Au fil des ans, Janim a souvent menacé les mines, expulsé ou tué des travailleurs étrangers et tenté d'empêcher ces groupes de rester au Mali. Mais jamais auparavant, Janim n'avait été capable de représenter une menace aussi grave pour l'industrie étrangère. En ce moment, le groupe a une réelle chance de rendre ce type d'opération intenable au Mali.
s'ils pouvaient simplement maintenir la pression, couper le flux de ressources en et de profits et briser la confiance de ses partenaires étrangers dans le gouvernement malien. Malheureusement, le bras de fer entre Janim et les dirigeants maliens risque de nuire aux populations piégées. Les millions et des millions de Maliens qui dépendent du carburant pour survivre. Selon l'évolution de cette crise, les actions de Janim pourraient provoquer une vague de mécontentement populaire contre le gouvernement de Burmako, entraînant potentiellement de plus grands bouleversements sociaux. Ou si les événements récents à travers le monde en sont une indication, peut-être même un changement de régime. Mais l'option la plus probable, du moins pour l'instant, est celle-ci. Les personnes prises entre une insurrection djihadiste implacable et un régime militaire répressif mais largement impuissant vont en subir les conséquences tant que ce siège se poursuivra. Merci de regarder.